Ok, d'accord. Alors, vous allez revoir passer un certain nombre de technologies qu'on vous a présentées un petit peu avant, là, dans les deux premières confs. Moi, je vais vraiment plutôt rentrer sur la question des enjeux sociétaux qu'il va y avoir à cause de ces technologies-là, à moyen et long terme. Bon, il y a un certain nombre de choses que je vais dire qui n'engagent que moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur de l'anticipation, sur un domaine qui évolue aussi vite que le machine learning, il y a toutes les chances de se tromper, donc m'en veuillez pas trop. Ouais, alors, histoire de démarrer rapidement, je vais vous présenter des couples de données, des images, et je vais vous demander lesquelles sont fausses, à chaque fois, ok? Histoire de tester un peu, voir si vous avez l'œil qui fonctionne bien, quoi. Est-ce qu'on on y arrive? Alors, à votre avis, est-ce que celle du haut est fausse? Est-ce qu'elle a été générée par machine learning? Levez la main ceux qui pensent que celle du haut est fausse. Levez la main celle qui pense que celle du bas est fausse. Et vous avez perdu. Suivant. Qui pense que le visage ici est faux? Qui pense que le visage ici est faux? Alors, est-ce que vous avez été bon ou pas? Vu les rires, a priori pas trop. Bon, ce que j'essaie de vous faire comprendre avec ça, c'est que bon, vos yeux sont mauvais. Et plus que le fait que vos yeux soient mauvais, les modèles de machine learning aujourd'hui sont suffisamment bons pour vous avoir. Donc juste une petite remarque, juste avant qu'on commence. Moi, je vais me concentrer sur la question du fait de croire en la preuve, puisque quand on a une information, généralement, on peut considérer deux façons de croire en l'information que vous avez. Soit vous faites en sorte de croire à l'origine, c'est-à-dire qui émet la preuve, qui émet la donnée qui peut vous servir d'information, et la deuxième possibilité qui est de croire en l'information elle-même, parce que vous avez des bonnes raisons d'y croire. Donc moi, je me concentre sur la deuxième partie. Je vais m'intéresser pendant quelques temps à la question de la génération des visages, parce que je trouve que c'est un cadre qui permet à tout le monde de bien visualiser les choses. On est très bons, nous humains, à reconnaître des visages. On fait ça tous les jours, on est capable de les repérer, on est capable de voir tout de suite quand un truc ne va pas dans un visage. Et c'est ce qui fait que les visages sont très intéressants du point de vue génération par machine learning. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure des années, on a en résolution, on a gagné en qualité. Et là, je vais vous rajouter juste le petit dernier, parce que ça, c'est ce que vous trouvez sur Internet un peu souvent si vous tapez génération de visage. Le petit dernier, voilà, c'est 2019, StyleGAN, c'est Nvidia qui produit des cartes graphiques, qui a sorti ce modèle qui écrase tout sur le plan de la génération, un peu de tout type, mais en particulier sur les visages. Il est tellement bon, en fait, ce modèle-là, que généralement, quand vous arrivez à vous rendre compte que vous avez en face de vous un faux, c'est parce que le background derrière la tête est mal fait. C'est-à-dire que c'est jamais parce que le visage est mauvais lui-même. Un autre point qu'il faut bien noter par rapport à ça, c'est que même si, d'un point de vue complexité, les modèles sont de plus en plus complexes, leur utilisation, elle, a été simplifiée avec le temps. Je suis presque certain que si vous essayez de retrouver des bouts de code que vous pouvez exécuter en mode plug and play sur ces deux approches-là, 2014-2015, vous ne trouverez pas. Il y a même des chances que vous soyez obligé de reproduire le papier original, histoire d'arriver à avoir quelque chose qui tourne. Mais au fur et à mesure, c'est dans le temps, les équipes de recherche ont eu tout intérêt à faire en sorte que ce soit accessible au plus grand monde. Et donc au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on a des algorithmes plug and play qui nous permettent de faire ces générations et ces falsifications de manière générale. Alors, voilà, ça c'est le gros point que je pense qu'il est pertinent de retenir aujourd'hui. Ce qui fait que le machine learning au niveau falsification pose un problème, c'est pas parce qu'il fait de la falsification. Ça, de la falsification, on en fait, on sait en faire. On fait du photomontage depuis des années, on sait modifier des films. Donc le problème vient du fait que le machine learning permet de le faire facilement, à coût zéro, ou presque, et de manière extrêmement rapide. Donc voilà, je refais un petit tour rapidement sur l'un des premiers photomontages qui est resté dans l'histoire un peu. Staline qui dit au revoir à ses copains. Et de manière générale, la photo, on peut considérer qu'il y a, allez, entre 15 et 20 ans, c'était déjà difficilement considérable comme une preuve.
Parce que c'était déjà relativement facile, avec les outils disponibles au plus grand monde, de falsifier cette information-là de manière, disons, réaliste. Au fur et à mesure du temps, on a inventé des algorithmes, etc., pour essayer de repérer ces faux-là, mais il n'en reste pas moins que l'image aujourd'hui est assez peu crédible comme preuve. Pour les vidéos et le son, ça a duré plus longtemps, mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas non plus, parce que le machine learning est venu casser un peu quelques barrières. Je vais vous présenter quelques exemples de démocratisation qui sont, à mon avis, assez parlants, qui ne sont pas forcément les trucs les plus up-to-date, mais qui ont eu un impact réel au moment où ils ont été publiés. Premier, bon, fake app. Vous avez très probablement tous entendu parler de deepfake au moins une fois dans votre vie. L'objectif étant de prendre le visage de quelqu'un et de le calquer sur le visage de quelqu'un d'autre. Fake app a été, je pense qu'on peut le dire, la première réelle application qui avait pour but d'offrir au plus grand nombre, sans le moindre effort, la puissance du machine learning sur une application de ce type-là. Donc voilà, très simple d'utilisation, et en fait il y a même des versions après fake qui est plus facile à utiliser. Là pour le coup, vous collectez quelques images, vous appuyez sur un bouton et boum, ça fait des chocs à pic. Un autre truc qui a fait un peu plus de bruit maintenant, mais au final c'est plus vieux que FakeApp. C'est FaceApp qui a fait pas mal de bruit du coup pendant cet été là. Au final ça a 1 an de plus que FakeApp, mais on n'en a pas entendu parler jusqu'à ce que ça fasse un gros buzz. Et là, bon, pour ceux qui n'ont pas encore compris, la photo du bas n'est pas une photo, c'est la version vieillie de la photo d'en haut. Et pour le coup, l'application, pour ceux qui ne connaissent pas, est vachement douée à ce niveau-là. Bon, si vous voulez vous amuser un peu, prenez quelques photos, ça finira sur Central Meme. Tout ce que j'espère, c'est que je finirai pas comme ça d'ici quelques années. Alors, on vous a parlé un peu d'in-painting tout à l'heure. Moi, je vais vous présenter juste quelques petits cas, parce que je savais pas ce qu'allait présenter Clarence juste avant. Donc, si vous voulez vous amuser avec de l'in-painting, c'est-à-dire prendre une photo, blanchir une partie et demander au réseau de neurones de reconstituer cette zone-là de la manière la plus cohérente possible, cette adresse-là peut vous permettre de le faire. Donc, prenons un Français lambda. Un Français qui travaille, qui a potentiellement un peu de stress, une certaine pénibilité dans son travail, du moins. Cette personne est relativement jeune, mais il y a des rides. Alors les rides, on va vouloir s'en débarrasser. Alors, l'in-painting, hop, on balance un petit coup de pinceau, et hop, les rides ont disparu. C'est pas formidable, ça? Admettons, pour rester dans le même type de contexte, vous avez une magnifique photo d'un rond-point. Mais il y a des trucs qui vous gênent dessus. On va vouloir se débarrasser des trucs qui vous gênent. Allez, un petit coup de pinceau, et pouf, disparu. J'en connais qui aimeraient bien pouvoir faire ça aujourd'hui. Très probablement le Français lambda juste avant d'ailleurs. Alors, dernier point que je vais aborder avant de passer à la suite, au niveau accès. Si vous allez sur cette URL là, dans votre navigateur, vous allez avoir directement une image d'une personne qui n'existe pas. Si vous rafraîchissez la page, vous en avez une de plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, pour le coup, c'est très probablement l'application la plus simple à utiliser de toutes celles qu'on peut avoir aujourd'hui, niveau vulgarisation et mise en avant du machine learning. Vous avez juste à aller sur cette URL-là. Et pour le coup, ça donne des résultats qui sont assez saisissants. Encore une fois, 0 compétence, coût minimal, temps minimal. C'est ça qui fait que ça a un impact sur la société et que ça va avoir un impact à moyen terme. Je vous propose un petit élément de comparaison pour faire comparer entre les anciennes méthodes et les méthodes machine learning pour une même tâche. Au travers d'un des exemples de cinéma les plus parlants, considéré comme le plus mauvais VFX jamais fait pour son époque, le retour de la momie, le roi scorpion. On n'y voit rien, c'est un peu dommage, vous y verrez bien sur la retransmission, espérons. Bref, la version du haut, c'est la version originale, qui est absolument horrible. Et la deuxième, c'est une version qui a été modifiée par une équipe de 3 personnes qui ont juste plug and play deepfake, histoire de charger la tête de The Rock sur la tête du roi scorpion. Et en pratique, ça donne un résultat qui est vachement plus réaliste. Et donc même si eux sont une équipe de cinéastes relativement avancés, ils ont pu utiliser deepfake pour ça, ce qui leur a permis de gagner énormément de temps, d'argent,
et ils n'ont pas eu besoin d'utiliser leurs compétences. Alors qu'à l'époque, ça avait nécessité des équipes monstrueuses de designers, ça avait nécessité énormément d'argent et un temps monstrueux. Alors ça, je vais passer rapidement parce qu'a priori, vous les avez déjà vus. Quelques autres technologies, rapidement. WaveNet, aujourd'hui, on est capable de générer des sons, de synthétiser de la voix, prendre la voix de n'importe qui, lui faire dire n'importe quoi sur la tonalité qu'on veut. Il y a une première version de WaveNet qui était pas si embêtante que ça parce qu'elle était énormément longue à faire tourner. Sauf que Google a directement enfoncé la porte quelques mois après pour publier un deuxième papier qui est venu faire en sorte que la première méthode était 1000 fois trop rapide et la deuxième était en temps réel quasiment. Donc aujourd'hui, la synthèse du son, c'est presque un problème cassé. Côté reenactment, bon, je ne vais pas vous en parler trop vu que vous avez vu ça juste avant. Simplement, voilà, pour le plaisir des yeux, voir Poutine sourire, c'est quand même beau. Voilà, ça arrive pas souvent. Donc concrètement, face à ces outils, le fait qu'on puisse utiliser ces outils et qu'on puisse poster du coup n'importe quoi qui n'a pas la moindre véracité, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Alors, il y a des méthodes qui existaient déjà avant le machine learning et qu'on peut toujours appliquer. Là, j'en mentionne une en particulier, l'histoire de la compression JPEG. Pour faire simple, quand vous avez une photo, elle est compressée d'une manière ou d'une autre, et quand vous modifiez cette image, derrière elle est recompressée. Donc c'est-à-dire que si vous avez des parties de l'image qui ne portent les traces que d'une seule compression, alors que tout le reste de l'image porte les traces de 2 compressions, c'est que la zone a été modifiée. Donc ça c'était vrai avant le machine learning, c'est toujours vrai aujourd'hui. Si on se place dans le cadre de la modification, bon on était déjà dans le cadre de la modification juste au-dessus, une manière simple de prouver que quelque chose est faux, c'est de trouver le contenu initial qui a été modifié et de se placer dans un contexte où celui-là on était certain de sa provenance. Ça paraît un peu évident. Et dernière partie, combattre le feu par le feu, et on utilise un peu de machine learning pour combattre la falsification par machine learning. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient rapidement compliqué. Mais dans l'idée, voilà, cette méthode-là, c'est pas forcément la méthode qui est la plus puissante aujourd'hui, mais je pense que c'est celle qui contient les besoins principaux, qui répond aux besoins principaux qu'on a quand on a besoin de vérifier du contenu, notamment en ligne. Cette approche permet de générer en temps réel un masque qui nous dit, à l'instant T, cette partie de l'image a été modifiée. Donc là, vous avez un exemple où une vidéo et une version modifiée de cette vidéo passent au travers de ce modèle de machine learning. Dans le premier cas, la version modifiée se fait gruger, et la deuxième passe impeccable. Un autre point qui est important, je pense, dans ce travail-là, c'est qu'il est capable de dire quelle est la méthode qui a permis la falsification. Donc là, on est à un niveau au-dessus quand même. On n'est pas juste sur la détection de modification, on explique quelle a été la démarche pour faire cette modification-là. Et ça, je pense que c'est très important. On parle de confiance, on parle de faire confiance en l'information. Si on ne peut pas faire confiance en les algorithmes qui tournent pour vous donner confiance, on n'a pas avancé beaucoup, quoi. Alors, du coup, est-ce que tout va bien? Pas tout à fait. Alors pour la suite, je vais être très très large sur un certain nombre d'explications parce que ça peut vite devenir compliqué. Simplement, je vais essayer de vous faire sentir les pistes de choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent vraiment poser problème. Ensuite, première chose, le fait que toutes les contre-mesures qu'on peut mettre en place, qui sont spécifiques aux attaques qui sont faites, sont forcément à la bourre. On va créer une méthode qui va venir contrer quelque chose qui n'existe pas encore. On ne sait pas qu'il existe, on ne sait pas qu'il va exister. Donc là, on a un problème de base avec ça. Donc si on part du principe de faire une analyse sur le contenu de la donnée pour vérifier sa falsification, on est toujours un train en retard. Ensuite, deuxième problème qui est un petit peu plus embêtant. Faire un algorithme qui vous permet de dire si quelque chose est faux, c'est bien. C'est un peu moins bien quand vous pouvez utiliser cet algorithme pour améliorer l'algorithme qui falsifie. Et en pratique, ça on peut le faire. Dans le cas où, bon là, un petit peu de maths ça fait pas de mal, dans le cas où le modèle qui vient prédire si quelque chose est faux ou pas est différenciable, typiquement un réseau de neurones bien construit, un faux contenu qu'on va lui présenter,
va permettre de générer une probabilité. Est-ce que ce contenu était vrai? Est-ce qu'il était falsifié? Et en fait, puisque le tout est différenciable, on peut faire en sorte de modifier le contenu de départ de façon à ce que si on le renvoie dans le modèle, il se trompe. Pour faire simple. C'est pas aussi simple que ça en pratique, mais il y a des méthodes qui permettent de faire ça. Oui, voilà. Au fur et à mesure qu'on fait ça, qu'on itère, on finit par transformer les probabilités à la fin. Donc ça, c'est... Donc encore une fois, c'est à condition qu'on ait le modèle de vérification de vrai-faux à disposition. Si on l'a pas, ou qu'il n'est pas différenciable, on ne peut pas faire ça. Mais si on l'a à disposition, on peut faire en sorte de modifier notre donnée en local avant de l'envoyer. Et au moment où on l'envoie, le modèle en ligne va réagir de la même manière que celui que vous avez. Alors, si on a à disposition la contre-mesure, mais qu'elle n'est pas différenciable, il y a toujours des méthodes basées sur l'apprentissage par renforcement qui vont pouvoir fonctionner. Donc là, on ne va pas venir modifier le contenu lui-même, on va modifier le modèle qui a servi à générer le faux contenu. Mais de manière générale, on peut toujours faire en sorte d'utiliser la contre-mesure pour améliorer la production de faux. En pratique, ça c'est une autre question qui est plutôt une question de dilemme personnel. Est-ce qu'on veut vraiment une bonne mécanique qui permet de dire si quelque chose est ou pas? Je vais essayer de vous donner un exemple pour vous faire sentir où est le problème. Admettons qu'on ait à disposition un modèle, une contre-mesure, qui va avoir 20% de données fausses qu'il va considérer comme véridiques. Il va vous donner des probabilités à chaque fois, mais ça, à la limite, on s'en moque. Ce qui est intéressant, là, c'est le 20% ici. La majorité des gens, en voyant 4 données sur 5 fausses, vont être bien classifiées, mais un cinquième vont être considérées comme vraies, vont garder un esprit critique par rapport à l'information qu'ils ont. Maintenant, je vous pose la même question. Si, au lieu d'avoir un taux de faux positif égal à 20%, vous avez un taux de faux positif égal à 0,01%. C'est-à-dire qu'il se trompe quasiment jamais, votre modèle. Jamais. Est-ce que le jour où vous tombez sur l'exemple qui rentre dans ces 0,01%, vous allez vous poser des questions? Il y a de très grandes chances que non. C'est-à-dire que ce qui servait à la base d'un outil, pour faire en sorte que vous soyez rassuré sur la confiance que vous pouvez accorder à une information, devient une espèce d'orthèse que vous considérez comme véridique quoi qu'il arrive, et donc l'esprit critique. Et donc, un autre problème, si on est dans ces quelques cas pathologiques, ça pose un souci, voilà, quand on tombe là-dessus. Si on a un contenu qui est faux, mais qui est considéré comme vrai parce qu'il tombe dans ces cases-là, bon, à part quelques cas, typiquement un copain de soirée qui vous efface des photos, bon, ça c'est triste, mais ça on s'en fout, ou éventuellement, si vous tombez sur des données qui sont mises en ligne par un narrateur peu fiable, imaginons le cas, par exemple, où vous avez une vidéo qui sort de Donald Trump en train de dire à Rocketman qu'il vient de lui envoyer un missile nucléaire sur la figure. Est-ce que vous voulez pas savoir précisément là maintenant tout de suite si c'est vrai? Et si ça tombe dans les 0,01%, on fait quoi? Il n'y a qu'à s'être connecté sur Twitter la dernière semaine pour voir que ça poserait très probablement des problèmes. En pratique, on pourrait se dire que 0,01%, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'un message aussi important tombe dans ces 0,01%. Et en pratique, ça c'est pas vrai, parce qu'on a un autre domaine du machine learning qui s'appelle les attaques adverses, qui vise précisément à aller taper un classifieur là où ça fait mal. En pratique, je vous parle d'un petit problème qui est plus simple pour pouvoir repartir dessus derrière. Imaginez que vous prenez le cas d'un classifieur qui va essayer d'identifier ce qu'il y a sur une image. Vous prenez cette image de panda, si vous lui ajoutez une certaine perturbation bien construite, vous pouvez faire en sorte que le modèle derrière prédise ce que vous voulez. Donc en pratique, si le modèle que vous étudiez, c'est un modèle qui prédit si quelque chose est vrai ou faux, à condition de bien modifier votre donnée en entrée, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez, à un certain nombre de conditions quand même. C'est facile, mais là pour le coup facile si vous avez à disposition le modèle qui va vérifier s'il y a une contrefaçon ou pas. Parce que là pour le coup vous pouvez construire la perturbation sans aucun problème.
Et là où c'est plus problématique, c'est que même si vous n'avez pas à disposition le modèle, ça peut aussi marcher. Dans le sens où, à partir du moment où le modèle qui va vérifier si l'information est vraie ou fausse est par exemple un réseau de neurones, parce qu'on fait quasiment que ça aujourd'hui, sur ce genre de problématique, un réseau de neurones, voir ça assez, disons sommairement, comme étant deux parties. Une partie qui, à partir de la donnée, va extraire des informations pertinentes, et une deuxième partie derrière qui va se servir d'informations pertinentes pour prendre la décision. Que même si vous avez deux réseaux de neurones différents, si vous les entraînez sur la même tâche avec le même dataset, il y a toutes les chances pour qu'il ait appris les mêmes types d'extraction que l'autre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas à disposition le modèle qui vient prédire si un truc est vrai ou faux, et que vous en avez un qui a été entraîné de manière similaire sur le même type de données, si celui que vous avez en local se fait avoir par votre attaque, celui qui est en ligne se fera très probablement lui aussi avoir. Donc vous pouvez construire une donnée de façon à ce qu'elle gruge tout le monde. Un point donc, qui est un petit peu différent du reste, mais qui me semble important de soulever là-dedans, la question de la recherche en machine learning du côté de la voie de la falsification, enfin de la modification au sens large de données et de génération. On pourrait se poser la question de manière assez raisonnable, est-ce qu'il est pertinent vraiment de chercher à pousser la recherche dans ces sens-là, vu les conséquences que ça peut avoir? En pratique, je pense qu'aujourd'hui, il est déraisonnable de considérer que la recherche s'arrêterait dans ce sens-là, pour un certain nombre de raisons. La première étant que la modification de données visuelles, typiquement, c'est par définition extrêmement visuel, ça touche un très grand public. Toucher un très grand public, ça attire les investisseurs, ça attire de l'argent, et donc il n'y a aucune raison pour qu'on change ça, pas vrai. Même sans avoir de mauvaise volonté derrière, la finance, ça fait partie du nerf de la guerre. Par contre, un point que je pense aussi important de soulever, les recherches qui peuvent conduire à des gros abus derrière, pour la grosse majorité, ont été gardées secrets sur le plan du code source. Alors, généralement, la publication avec les informations permettant de reproduire les expériences ont été publiées, sauf cas exceptionnel, mais généralement, le code source n'a pas été, contrairement à la majorité des études en machine learning, n'ont pas été mis en ligne. L'exemple qui vous a été donné tout à l'heure avec GPT-2 qui génère du texte, OpenAI n'a pas l'habitude de ne pas mettre en ligne son code. Ils ont pour credo de mettre l'IA au service de tous et de faire en sorte que chacun y ait accès pour que justement personne n'ait la suprématie dessus. Donc au moment où ils ont pris cette décision de ne pas mettre en ligne le modèle, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Et en pratique, aujourd'hui, le modèle il est accessible en ligne, mais ça n'avait plus aucun sens de le garder secret puisqu'un certain nombre d'autres entités ont réussi à renouveler l'exploit entre-temps. Et de toute manière, a priori, ils ont eu le temps, entre-temps, de discuter avec les gros poissons type Google, Facebook, Twitter et compagnie, pour qu'ils puissent mettre en place des contre-mesures efficaces contre GPT-2. Là, à ce niveau-là, il y a un enjeu majeur qui n'est pas forcément cernable à premier abord, c'est l'enjeu des bots en ligne. La majorité des plateformes aujourd'hui se basent sur des systèmes de réputation, sur des systèmes qui vont venir faire des classements en fonction des interactions des gens avec ces contenus. Donc, vous avez la possibilité de créer des bots qui se comportent comme des êtres humains, qui parlent comme des êtres humains, qui ont des photos qui ont l'air d'être des photos réelles. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte que ce sont des bots? Il y a un réel problème là derrière. Bon, je vous propose un petit bilan de ce que je viens de dire. Encore une fois, c'est loin d'être exhaustif. Il y a pas mal d'interprétations personnelles et d'anticipations qui font qu'il y a toutes les chances pour qu'il manque des trucs ou qu'il y ait des trucs en trop, en bref, que je me sois gouré. Mais donc de manière générale, voilà, c'est pas un tableau qui fait très plaisir, quoi. C'est un peu embêtant cette histoire. Donc je vais faire rapidement une petite ouverture. Si on ne peut pas détecter le faux directement en analysant les contenus, on peut peut-être faire autre chose, c'est-à-dire partir du contexte pour pouvoir déterminer si quelque chose est faux ou vrai. Un exemple simple, vous êtes sur Facebook. Il y a de très grandes chances pour qu'une information fausse n'ait pas la même interaction avec les utilisateurs qu'une information vraie. Je parle sur le plan statistique, avec beaucoup d'interactions. Et donc éventuellement, en analysant le contexte et comment les données évoluent dans leur contexte, plutôt que d'analyser les données elles-mêmes, on aurait possiblement un certain nombre de pistes à ce niveau-là. Le problème, c'est que ça nécessite une compréhension du contexte dans lequel est placée cette information.
comprendre un contexte automatiquement et générer une décision à partir de ça, c'est un peu la définition qu'on pourrait donner à l'intelligence forte ou l'intelligence artificielle généralisée, qu'on n'a clairement pas aujourd'hui, et si on l'avait, on aurait très probablement des questions plus urgentes à régler que de s'occuper des chamailleries entre Trump et Rocketman. Et par contre, vous avez une énorme force, c'est que vous avez un truc tous à disposition qui peut servir d'intelligence artificielle générale. C'est le cerveau, il paraît. L'être humain est extrêmement bon à placer les choses dans leur contexte. Après, il n'est pas forcément bon pour toujours prendre la bonne décision, mais du moins on est capable de l'identifier ce contexte et de raisonner dessus. Donc si j'avais moi une conclusion là à vous donner aujourd'hui, c'est que on est peut-être en train de parler d'un thème sur lequel la technique n'aura peut-être pas le dernier mot, du moins du coup. On va en discuter, Lé en parlera très probablement avec une autre approche tout à l'heure. Là, je me suis concentré sur les données et l'analyse des données elles-mêmes. Mais donc de manière générale, je pense qu'il faut que vous gardiez à l'esprit que la meilleure arme que vous ayez contre les fausses informations, c'est votre propre mise en contexte. Vous lisez un truc, est-ce que la personne qui l'a publié a un intérêt à vous faire gober des bobards? Exemple pris au hasard, vous êtes dans un amphithéâtre un mercredi après-midi en train d'écouter une intervention qui aboutit sur la conclusion que le but, c'est que vous ayez votre esprit critique aiguisé et que vous vous en serviez en continu, probabilité que je vous ai raconté une connerie. Ces deux paysages ont été générés par des réseaux de neurones. Et ces deux images, pareil. Donc, si j'ai une demande à vous faire, essayez de garder l'esprit aiguisé, essayez d'avoir un esprit critique sur ce que vous avez à disposition devant vous. Est-ce qu'on a un intérêt à vous faire gober des conneries? Ou est-ce que c'est complètement désintéressé, vous pouvez y croire? Ça, après, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Merci du coup pour votre attention et je passe la parole à l'autre.